tous. Je vous propose donc pour cette séance de revoir un petit peu la pathologie coronarienne, les syndromes coronaires aigus et les syndromes coronaires chroniques. En introduction, on parlera de la quatrième définition internationale de l'infarctus du myocarde qui a été publiée en 2018. Celle-ci définit un infarctus du myocarde comme une lésion myocardique avec nécrose caractérisée par une élévation des troponines qui est secondaire à une ischémie du muscle, c'est-à-dire à un manque d'oxygène au niveau du muscle, lié à un déséquilibre entre les besoins et les apports de ce myocarde en oxygène. Cet infarctus du myocarde reconnaît 5 types. Le type 1, c'est une plaque d'athérosclérose qui se rompt avec formation d'un thrombus qui obstrue l'artère. L'obstruction brutale de l'artère fait baisser l'oxygène qui arrive au niveau du myocarde, crée ce qu'on appelle cette souffrance. Le type 2, c'est l'infarctus du myocarde sans sténose coronarienne, ou plutôt sans thrombose. On va reconnaître soit le spasme coronaire, soit une plaque qui est très serrée mais qui n'est pas thrombosée, soit c'est des artères coronaires normales, et là on incrimine d'autres phénomènes tels que la microcirculation, des anomalies autres que l'athérosclérose. L'infarctus de type 3, ce sont des patients qui sont retrouvés morts, qu'on ressuscite ou pas, qui sont récupérés ou pas, et chez qui la clinique qui a précédé la douleur, voire l'électrocardiogramme lorsqu'on les récupère, fait suspecter un infarctus du myocarde. Donc il y a une forte suspicion d'infarctus du myocarde, douleur thoracique, facteur de risque ayant précédé donc, cette installation de l'arrêt cardiaque. Le type 4, c'est des infarctus du myocarde qui surviennent après une angioplastie coronaire avec ou sans pose d'instinct intracoronaire. Et le type 5, ce sont des infarctus du myocarde qui surviennent après une chirurgie cardiaque de pontage, donc après un pontage aortocoronaire. Donc au final, 5 types. Type 1, athérosclérose qui se rompt avec création d'un thrombus. Type 2, non athéromateux, c'est-à-dire il n'y a pas d'athérosclérose ou très peu d'athérosclérose, mais surtout il n'y a pas de thrombus. Type 3, c'est des patients qui sont retrouvés décédés, récupérés ou non de leur arrêt cardiaque, chez qui il y a une forte suspicion sur la clinique, les facteurs de risque. Type 4 et 5, ce sont les infarctus du myocarde qui surviennent après une angioplastie ou après un pontage aortocoronaire. Ce qui nous intéresse, nous, ce qui intéresse votre cours, c'est l'infarctus du myocarde de type 1. Donc, pour rappel, type 1, plaque d'athérosclérose qui se rompt avec formation d'un volumineux thrombus qui peut être obstructif totalement ou partiellement et qui va gêner brutalement le passage du sang vers le myocarde. Première chose, il faut savoir que quand on parle de pathologie coronarienne, on va parler d'athérosclérose localisée au niveau des artères coronaires. L'athérosclérose, donc la première étape de l'athérosclérose, apparaît en général aux alentours de l'âge de 20 ans. C'est des études, ou plutôt une étude qui a été effectuée par les Américains sur les GIs, les soldats américains morts dans les différents conflits et combats, qui sont rapatriés. Il y a eu des autopsies scientifiques et on a prouvé chez ces jeunes soldats l'apparition de lésions d'athérosclérose au niveau de leurs artères coronaires, et même ailleurs, mais surtout au niveau des artères coronaires, aux alentours de l'âge de 20 ans. Sauf que ce n'est pas une plaque comme on pourrait l'imaginer, qui réduit la lumière de l'artère, mais c'est plutôt une strie lipidique. La strie lipidique, pour schématiser ça, c'est comme de la peinture à l'intérieur de l'artère, jaunâtre. Donc on a des dépôts de lipides, mais il n'y a pas d'élévation, il n'y a pas de gêne au niveau de la lumière artérielle. C'est quoi la strie lipidique? Ce sont des macrophages qui nagent dans le sang, qui vont phagocyter les lipides en excès. Ces lipides vont être contenus dans des vésicules, le macrophage aura une densité élevée, il va se déposer dans la paroi de l'artère, le macrophage finit par mourir, il restera cette vésicule lipidique, plusieurs vésicules lipidiques s'associent pour créer cette strie lipidique qui est plane, qui n'a pas de relief, qui ne gêne pas la lumière de l'artère. Au stade de strie lipidique, l'athérosclérose sera infraclinique, le patient ne souffrira pas de douleur thoracique. Progressivement, ce phénomène s'aggrave, les lipides s'accumulent, commencent petit à petit à prendre du relief, donc la plaque commence à sortir dans la lumière, elle commence à gêner la lumière interne de l'artère, elle va s'entourer par une chape, par une couverture fibreuse, et la plaque, la strie lipidique plutôt, se transforme en plaque d'athérosclérose. La plaque d'athérosclérose contient un cœur lipidique et une chape ou une couverture fibreuse, elle réduit la lumière de l'artère, et à ce moment-là, elle a de fortes probabilités de pouvoir s'exprimer cliniquement. En théorie, on le verra tout à l'heure, ce patient qui a cette artère-là, lorsqu'il est au repos, cette lumière résiduelle ici suffit pour oxygéner son myocarde. S'il est amené à faire un effort, il a besoin de plus d'oxygène au niveau du myocarde.
La lumière qui est petite ne va pas suffire pour apporter ce surplus d'oxygène nécessaire à l'effort et ce patient fera une douleur à l'effort qu'on appelait dans le passé angor stable, angor d'effort, et vous verrez par la suite qu'on a changé cette dénomination en 2019. Ensuite, il y a des phénomènes inflammatoires qui vont phagocyter, qui vont digérer cette chape fibreuse. Ce sont toujours ces fameux macrophages qui vont libérer des métalloprotéases, ce sont des enzymes, gélatinase et collagénase. Ces enzymes vont phagocyter la chape fibreuse, elle va s'amincir, elle est contenue sur un organe mobile. Suite à cette mobilité, cette chape qui s'est amincie finit par se fracturer. Une fois qu'elle est fracturée, elle va mettre à nu le cœur lipidique qui contient des facteurs activateurs de l'agrégation plaquettaire. Les plaquettes vont venir se coller, colmater le trou au niveau de la chape fibreuse et créer ce qu'on appelle un clou plaquettaire ou un thrombus blanc. Petit à petit, ces plaquettes vont activer la fibrine, plutôt le fibrinogène qui va donner de la fibrine, qui va s'associer à ce clou plaquettaire pour donner au final un thrombus. Au stade de clou plaquettaire ou de thrombus, il y a une réduction drastique de la lumière de l'artère. Il y a même des embolisations distales de ces fragments donc de clou plaquettaire ou de thrombie. La lumière résiduelle devient insuffisante même au repos pour oxygéner le myocarde du patient et ce patient fera une douleur de repos, fera un syndrome coronaire aigu. Puis bon, certains patients peuvent ne pas être vus sur ces stades-là et on les découvrira à un stade où il y a eu de la nécrose au niveau du myocarde parce que le myocarde n'étant pas oxygéné, il finit par mourir. Ça sera remplacé par de la fibrose non contractile, ce qui va faire baisser la fraction d'éjection, faire baisser la force cardiaque des patients et aboutir même à une insuffisance cardiaque, on le verra tout à l'heure. Donc comme vous l'avez vu, dans un syndrome coronaire aigu, c'est cette partie-là qui nous intéresse, donc la plaque d'athérosclérose qui est fracturée avec clou plaquettaire ou thrombus, c'est la plaquette qui joue le rôle primordial. Une fois que la plaque se fracture, le premier élément, c'est la plaquette qui vient se coller avec ou sans fibrine, avec formation ou non d'un thrombus. Donc c'est un clou plaquettaire qui peut se transformer en thrombus ou pas, mais la partie initiale, c'est la plaquette et vous verrez que le traitement des syndromes coronaires aigus visera essentiellement cette plaquette et ça sera essentiellement des antiagrégants plaquettaires qu'on verra tout à l'heure. Comment diagnostiquer un syndrome coronaire aigu? Donc, il faut avoir un contexte. Ne fait pas infarctus qui veut, mais fait infarctus celui qui est prédisposé. C'est les facteurs de risque cardiovasculaire. Donc, à chaque fois que vous avez une douleur thoracique chez un patient, vous devez faire préciser ces facteurs de risque pour identifier cette notion d'athérosclérose. Les facteurs de risque, donc, vous les connaissez, c'est l'hypertension artérielle, le diabète, l'obésité, la dyslipidémie, le stress, la sédentarité, le tabac, l'hérédité coronarienne, etc. Donc l'ensemble de ces facteurs-là prédispose notre patient à faire de l'athérosclérose et à faire de l'athérosclérose dans cette situation particulière au niveau de ses artères coronaires. Et face à ce patient qui a une douleur thoracique avec des facteurs de risque, notre pensée ira plutôt vers un syndrome coronaire que vers une douleur non coronarienne. Ensuite, la symptomatologie doit être précisée. En général, c'est une douleur qui survient à l'effort ou au repos, mais qui persiste même si le patient se repose. Elle persiste au moins une vingtaine de minutes. Dans sa forme la plus typique, c'est une douleur rétrosternale, constrictive, en étau, qui irradie vers le bras gauche, la mâchoire gauche, les deux bras ou les deux mâchoires. Au final, pourquoi on a cette douleur? Il faut savoir que le cœur n'a pas de terminaison sensitive stricte. Il y a des chémorécepteurs au niveau du médiastin. Suite à cette ischémie, à ce manque d'oxygène, le myocarde passe en métabolisme anaérobie. Il va libérer de l'acide lactique. L'acide lactique ira vers le médiastin et va stimuler ces chémorécepteurs. Ces chémorécepteurs vont aller vers le même métamère. Le métamère, en fait, c'est au niveau de la moelle épinière, c'est un des étages de la moelle épinière. Ces chémorécepteurs vont aller vers le même métamère qui reçoit la terminaison sensitive du bras et de la mâchoire gauche ou les deux bras et les deux mâchoires. Et donc ce métamère envoie un message nociceptif vers le cerveau et au moment où il y a cette ischémie myocardique, le cerveau va recevoir un message nociceptif du métamère nommé et le cerveau va croire qu'il y a une douleur dans le médiastin, dans le bras gauche et la mâchoire gauche ou dans les deux bras et les deux mâchoires. Mais réellement, il n'y a pas de douleur. Si on avait un appareil qui pouvait quantifier la douleur dans le bras, au moment où le patient nous dit que la douleur irradie dans le bras, il n'y a rien.
c'est une question de projection métamérique. C'est le cerveau qui croit ça parce qu'il identifie ce métamère comme étant le métamère qui reçoit les chémorécepteurs du médiastin, qui reçoit la terminaison sensitive du bras et de la mâchoire, et donc le cerveau va croire ça. Pour pouvoir avoir cette douleur typique, il faut donc par conséquent que ce système nerveux soit intact. Et vous connaissez au moins 2 patients qui n'ont pas un système nerveux intact, le diabétique, la neuropathie diabétique, et le sujet âgé, la neuropathie dégénérative. Donc chez ces 2 patients, on rencontrera plutôt des douleurs atypiques, parce que leur système nerveux est altéré, donc ce fameux cheminement de l'influx nerveux des chémorécepteurs vers le métamère et vers le cerveau peut être interrompu, modifié, perturbé. Et donc ces sujets âgés ou diabétiques feront plutôt une douleur atypique. Ils peuvent avoir la douleur centrale sans l'irradiation, l'irradiation sans la douleur centrale, etc. Et vous avez un algorithme qui vous classe selon les caractéristiques de la douleur, la probabilité diagnostique. On va commencer du moins probable, donc une douleur punctiforme, c'est très peu probable que ça soit coronarien. Une douleur qui est à la base du cou a une probabilité un peu plus importante. Une douleur diffuse dans la région du mésocarde est un peu plus caractéristique. La douleur typique qu'on a décrite, donc mésocardiaque, irradiant vers les 2 bras et les 2 mâchoires, c'est la forme la plus typique. Et puis le patient qui est découvert en état de mort apparente avec un arrêt cardiaque dans un contexte de facteur de risque cardiovasculaire, c'est la probabilité la plus élevée en faveur du diagnostic d'un syndrome coronarien aigu. Ensuite, une fois qu'on a la clinique, donc on a notre patient qui est face à nous, il vient, il consulte pour douleur. Première chose, on fait préciser ses facteurs de risque cardiovasculaire. On fait par la suite un interrogatoire qui va faire préciser les caractéristiques de la douleur. On fait un examen clinique, bien sûr, afin d'évaluer la tolérance hémodynamique, si le patient n'est pas en état de choc, s'il n'est pas en train d'amorcer son état de choc. Par la suite, ça sera l'étape de l'électrocardiogramme. C'est l'examen clé du diagnostic du syndrome coronaire aigu. L'électrocardiogramme nous permettra d'identifier globalement 2 types de syndrome coronaire aigu. Le syndrome coronaire aigu avec sus-décalage du segment ST et le syndrome coronaire aigu où il n'y a pas de sus-décalage du segment ST. Et on va expliquer ces 2 aspects électrocardiographiques. Retenez une chose et je vais vous l'expliquer. Pour pouvoir avoir un sus-décalage du segment ST, la plaque d'athérosclérose qui est là se fracture, il y a un clou plaquettaire auquel se rajoute la fibrine, il y a un thrombus total avec une occlusion complète de la lumière de l'artère. Lorsque l'occlusion de la lumière de l'artère est complète, le segment ST à l'ECG va monter vers le haut et je vous montrerai pourquoi. Par contre, quand on est encore au stade de clou plaquettaire uniquement, et avec une petite activation ou pas de la fibrine, ce clou plaquettaire est partiel, l'obstruction partielle de l'artère ne donne pas de sus-décalage du segment ST, elle donnera soit un ECG avec un sous-décalage du ST, des ondes de T négatives, voire même un électrocardiogramme normal. Schématisez ça dans votre tête et on va l'expliquer. Si l'obstruction est complète, comme on le voit ici, le segment ST se sus-décale. Dans l'artère, il y a des plaquettes et de la fibrine. Si l'occlusion est partielle, il n'y a pas de sus-décalage du segment ST. À l'anatomopathologie, dans l'artère, il y a un clou plaquettaire avec peu ou pas du tout de fibrine. Et on verra ça dans les diapositives qui suivent. On commence tout d'abord par le syndrome coronaire sans sus-décalage du segment ST. Ce que j'ai dit ici, sans sus-décalage du segment ST, lumière de l'artère partiellement obstruée par un clou plaquettaire avec peu ou pas du tout de fibrine. On revient donc à notre schéma. On va prendre un bâtiment, comme vous pouvez le voir ici, qui contient 7 étages, avec une canalisation principale qui va distribuer l'eau à ces différents étages. Vous arrivez le soir, en fin de journée d'études, puis vous voulez rentrer, prendre votre douche, vous rencontrez un bon jeune homme qui est en train de réparer la canalisation d'eau, et vous lui posez la question, qu'est-ce qui se passe? Il vous répond, la tuyauterie malheureusement est bouchée. Vous lui dites, est-ce qu'elle est complètement bouchée ou est-ce qu'elle est partiellement bouchée? Il va vous dire, la tuyauterie est partiellement bouchée. Partiellement bouchée, pour rappel, on est là. Clou plaquettaire avec peu ou pas de fibrine. L'obstruction de l'artère est partielle. Il vous dit, l'obstruction est partiellement bouchée. Vous habitez au rez-de-chaussée. Très probablement, il y aura suffisamment de pression pour que l'eau arrive. Au premier étage, il y aura un peu moins de pression, mais vous aurez de l'eau. Et puis, plus vous monterez dans les étages de ce bâtiment, plus vous aurez peu de chances d'avoir de l'eau, de telle sorte à ce que les derniers étages du bâtiment, à cause de cette obstruction partielle, seront privés d'eau. Au final, ce n'est pas un bâtiment, c'est l'épaisseur du myocarde qu'on a schématisé ici.
La canalisation principale, c'est l'artère coronaire dans son trajet sous-épicardique, et puis la distribution qui va donner vers les différentes couches du myocarde. Ça sous-entend si l'obstruction d'une artère coronaire est partielle par un clou plaquettaire, ce sont plutôt les couches sous-endocardiques qui vont souffrir d'un manque d'oxygène. C'est plutôt ces couches-là qui vont souffrir. S'il y a un manque d'oxygène, ces couches vont non seulement mal se contracter ou ne pas se contracter parce qu'elles n'ont pas d'oxygène, mais elles vont à la base ne pas se dépolariser parce qu'elles n'ont pas d'oxygène. Si elles ne se dépolarisent pas, on va admettre que l'artère coronaire qui vascularise cette épaisseur est partiellement bouchée. Donc la couche la plus interne ne va pas avoir d'oxygène pour se dépolariser. Mais au moment où le nœud sinusal décharge de l'électricité qui sera transmise par le nœud AV, qui ordonnera à toutes les cellules ventriculaires de se dépolariser, elles auront toutes de l'oxygène pour pouvoir répondre à cet ordre de dépolarisation, sauf cette zone en sous-endocarde, en regard de cette artère partiellement bouchée, qui n'aura pas d'oxygène pour se dépolariser. Donc elle va rester polarisée. À la fin de la dépolarisation du cœur, la fin de la dépolarisation ventriculaire, c'est la fin du QRS. Le QRS représente la dépolarisation cardiaque. À la fin de la dépolarisation du cœur, il restera une zone située à l'intérieur, en sous-endocardique, qui ne s'est pas dépolarisée. Donc, à la fin de la dépolarisation, cette zone va essayer de repolariser la zone qui lui est voisine. Donc, si vous vous rappelez, et si on a la chance de pouvoir faire le rappel de l'électrocardiogramme, on parlera de ça. On l'a déjà fait ensemble, donc quand on a parlé de l'électrophysiologie, la repolarisation est représentée par une flèche dont la tête est bleue, pôle négatif, et l'arrière de la flèche est rouge, pôle positif. Ça sous-entend que l'électrode qui est en regard de cette paroi, à la fin du QRS, verra une électricité négative. Ça veut dire que si l'obstruction est partielle, dans la paroi où l'obstruction est partielle, l'électrocardiogramme enregistrera une électricité négative après le QRS. Cette électricité négative, ça sera soit un sous-décalage du segment ST, soit une onde T négative. Il peut arriver que cette zone soit tellement petite que cette flèche négative va être noyée par les flèches de repolarisation normales et elle peut ne pas être visible par l'électrode ECG. On peut même avoir un électrocardiogramme normal. Maintenant, si on devait résumer ça globalement, obstruction partielle, à l'anatomopathologie, il y a un clou plaquettaire avec peu ou pas de fibrine, l'électrocardiogramme, pas de sus-décalage du ST. Sous-décalage du ST, T négative ou un électrocardiogramme normal. J'espère que vous l'avez compris. On aura donc une petite séance questions-réponses. Si vous voulez que je reprenne cette partie-là, c'est avec plaisir. Ensuite, on a parlé de la deuxième situation. Je reviens aux diapos précédentes. On a la deuxième situation. On a détaillé cette situation-là. La deuxième situation, on est ici. Obstruction totale. À l'intérieur, il y a un thrombus rouge, plaquette et fibrine. Le segment ST va se sus-décaler. On revient à notre bâtiment. Donc, vous rentrez le soir, excusez-moi. Vous rentrez le soir, fin de journée, fatigante. Vous voulez prendre votre douche. Vous trouvez le jeune homme en train de réparer la canalisation, vous lui posez la question, qu'est-ce qui se passe? Il vous dit la tuyauterie est bouchée. Vous lui dites partiellement ou complètement, il vous dit malheureusement aujourd'hui la tuyauterie est complètement bouchée. Quand on habite au rez-de-chaussée, premier, deuxième ou au dernier étage, il n'y a pas d'eau. Tout le bâtiment, parce que l'obstruction est complète, c'est tout le bâtiment qui est privé d'eau. Au final, ce n'est pas un bâtiment, mais c'est l'épaisseur du myocarde. L'artère coronaire dans son trajet sous-épicardique est complètement occluse. Donc c'est toute l'épaisseur myocardique vascularisée par cette artère qui n'a pas d'oxygène, qui ne se contracte pas, mais aussi qui ne se dépolarise pas. Si on revient à notre électro, au moment où le nœud sinusal donne de l'électricité qui va passer dans le nœud AV pour ordonner aux cellules ventriculaires de se dépolariser, elles ont toutes de l'oxygène, elles peuvent répondre à cet ordre-là de dépolarisation, sauf si l'artère coronaire qui est ici est complètement obstruée, donc sauf l'épaisseur myocardique qui est là, qui n'a pas d'oxygène pour se dépolariser et qui ne peut pas répondre à cet ordre de dépolarisation. Ça veut dire à la fin de la dépolarisation, qui est représentée par la fin du QRS, il restera toute une épaisseur qui est chargée positivement. Cette épaisseur chargée positivement va essayer de repolariser les autres zones. Donc l'électrode qui est en regard verra la partie rouge des flèches, verra de l'électricité positive
après le QRS. Après le QRS électricité positive, c'est un sus-décalage du segment ST. En fait, ce que je viens de vous montrer, vous n'êtes pas obligé de le faire à chaque fois que vous avez un électrocardiogramme entre les mains. Je n'aime pas vous donner des choses comme ça, et je préfère vous démontrer les choses à chaque fois qu'on peut le faire, scientifiquement, mais retenez une chose, si sur un électrocardiogramme, dans un contexte de douleur thoracique, chez quelqu'un qui a des facteurs de risque cardiovasculaire, on identifie un sus-décalage du segment ST, ça veut dire que l'artère coronaire qui vascularise cette paroi est complètement fermée. Anatomopathologiquement, à l'intérieur, il y a un thrombus rouge, plaquette et fibrine, qui obstrue complètement la lumière. Si l'électrocardiogramme de ce patient ne montre pas de sus-décalage persistant du segment ST, ça veut dire que dans son artère coronaire, il y a une obstruction partielle, 2, c'est essentiellement des plaquettes avec peu ou pas du tout de fibrine. Si vous arrivez à schématiser ça dans votre tête, tout le reste, ça va être très simple. Ensuite, après avoir parlé de ce sus et sous-décalage, toujours dans le contexte de l'électrocardiogramme, il faut savoir que l'électrocardiogramme va identifier des territoires et des parois. Ce qu'on voit ici, c'est comme si on prenait le ventricule gauche que vous voyez là et qu'on va le saucissonner, qui met les tranches, le pâté ou le karcher, on va le couper. Et puis quand on coupe ici, on passe par le petit cercle qui est là. Quand on coupe un peu plus haut, on passe par les cercles qui sont là. Quand on coupe à la partie moyenne du ventricule gauche, c'est ces cercles-là. Et quand on coupe à la base du ventricule gauche, c'est le grand cercle que vous voyez ici. Globalement, comme on peut le voir, quel que soit où on est, base, partie moyenne ou pointe du ventricule gauche, l'interventriculaire antérieur, l'artère interventriculaire antérieure, vascularise la paroi antérieure et la partie haute du septum. Quel que soit où on est, la base, la partie moyenne ou la pointe du cœur, l'artère coronaire droite vascularise la paroi inférieure du cœur et la partie inférieure du septum. Et toujours, quel que soit où on est, l'artère circonflexe va vasculariser la paroi latérale du cœur. Donc, ce qu'on a l'habitude de faire, pour démontrer ça, donc je me mets face à vous, mon interventriculaire antérieur fait ça, elle vascularise la paroi antérieure et la partie haute du septum. La coronaire droite fait ça, elle vascularise la paroi inférieure et la partie basse de mon septum. Et la circonflexe vascularise la paroi latérale de mon cœur. Et ceci que l'on soit au niveau de la base, au niveau de la partie moyenne, la partie apicale ou le segment tout apical du cœur, ce que vous voyez ici, ça nous permet de savoir, selon le territoire qui souffre, ça nous permet de savoir quelle est l'artère qui est concernée par l'obstruction coronaire. Ensuite, à quoi ça sert? Comme je vous le disais, l'électrocardiogramme va identifier des territoires. Donc, comme on le voit sur un cœur tridimensionnel, si je mets mon triaxe de Bailey, D1 et AVN vont regarder la paroi latérale haute du cœur. D2, D3 et AVF vont regarder plutôt la paroi inférieure du cœur. Si je fais une coupe transversale de mon thorax et que je place V1, V2, V3, V4, V5, V6, éventuellement V7, V8 et V9, on va voir que V1, V2 et V3 regardent la paroi du ventricule droit, mais regardent la partie antéroseptale du cœur. V3 et V4 regardent la pointe de mon ventricule gauche, V5 et V6 regardent la paroi latérale de mon ventricule gauche, V7, V8 et V9 regardent la paroi postérieure de mon ventricule gauche. Et à partir de là, quand on a une anomalie dans un territoire précis, l'électrocardiogramme nous dira quelle est la paroi qui souffre. Grâce à ce fameux schéma en œil de bœuf, on reconnaîtra l'artère responsable de cette souffrance. Les territoires, je peux vous les représenter ici. Donc, comme on a dit, D1 et AVL latéral haut, V5 et V6, c'est le latéral bas. Quand il y a une anomalie en D1, AVL, V5 et V6, on parlera de latéral, sans dire haut ou bas, ou latéral étendu si vous voulez, ça ne se dit pas, on dit en général latéral. D2, D3 et AVF, c'est l'inférieur. V7, V8 et V9, c'est le postérieur. Quand on a D2, D3, AVF, V7, V8, V9, on parle de postérieur étendu. Mais V1 jusqu'à V4, c'est-à-dire V1, V2, V3, V4, c'est l'antérieur ou l'antéro-apical. V4, V5, c'est la pointe du cœur. V5, V6, comme on a dit, latéral. Si on a une anomalie de V1 jusqu'à V6, on parle d'une paroi antérieure. Si on lui rajoute le D1 et AVL, ça sera un antérieur étendu. Si c'est l'antérieur et l'inférieur, on parle d'un territoire circonférentiel. V3R et V4R, qu'on peut placer si j'arrive à retrouver mon thorax, qu'on place ici, donc c'est
de l'autre côté de V3 et de l'autre côté de V4. C'est comme si on avait une ligne de symétrie. Et V2 se regarde dans le miroir, ça donne V1. V3, quand elle se regarde sur ce miroir, elle va donner V3R qui est là. V4, quand elle se regarde dans ce miroir, elle va donner V4R qui est là. Donc, V3R et V4R, ce sont des dérivations qui vont regarder le ventricule droit. Et donc, grâce à ces différentes dérivations électriques, on peut identifier des parois qui souffrent. Et à partir de là, grâce au schéma en œil de bœuf, on peut reconnaître l'artère responsable de cette souffrance, comme je l'ai dit. Donc, on a vu tout d'abord, c'est quoi un syndrome coronaire aigu. On a dit que la quatrième définition de l'infarctus du myocarde définissait cette maladie comme étant une ischémie des cellules, manque d'oxygène au niveau des cellules, lié à un déséquilibre entre rapport en oxygène et besoin en oxygène, et que ce déséquilibre allait aboutir à la mort cellulaire caractérisée par une élévation de la troponine. On en parlera tout à l'heure. Ensuite, on a parlé des différents types d'infarctus du myocarde. On a dit celui qui nous intéresse, nous, dans notre cours, c'est le type 1. C'est de l'athérosclérose qui se fracture avec un thrombus ou un clou plaquettaire. On a vu ensuite c'est quoi l'athérosclérose à partir de l'âge de 20 ans, strie-lipidique, puis plaque d'athérome, puis cette plaque se fracture, plaquette, fibrine, et aboutissant à un syndrome coronaire aigu. Ensuite, on a vu qu'un syndrome coronaire aigu, c'était un contexte, des facteurs de risque cardiovasculaire, et une douleur, typique et atypique. L'examen clinique qui va révéler ou relever les signes de mauvaise tolérance hémodynamique, et puis essentiellement l'électrocardiogramme, qui nous permettra d'identifier deux entités. L'identification des deux entités nous oriente vers ce qui se passe à l'intérieur de l'artère coronaire et nous orientera, vous le verrez tout à l'heure, sur une prise en charge, une conduite atténuée. Et on arrive maintenant à la prise en charge. Tout d'abord, il y a une prise en charge globale de la douleur de repos. À chaque fois qu'on a une douleur de repos, on suspecte le diagnostic d'un syndrome coronaire aigu, on est en droit d'appeler MONA, son infirmière MONA. M pour morphine. Vous voyez que c'est entre parenthèses, c'est-à-dire selon l'intensité de la douleur. Soit on donne de la morphine, soit on donne des antalgiques mineurs, des tranquillisants, etc. Le fait de calmer la douleur du patient, on va on va diminuer les besoins de son myocarde en oxygène, son myocarde va se calmer un petit peu et on va améliorer la situation. L'oxygène, parce qu'on se dit s'il y a quelques globules rouges qui traversent au-delà de cette sténose ou de cette thrombose, on va essayer de les charger en oxygène et de les faire passer de l'autre côté. Il faut trouver un compromis entre faire arriver de l'oxygène sans tomber dans l'hyperoxie qui peut avoir un effet vasoconstricteur. Et donc on utilise en général 4 litres par minute, vous réglez votre barboteur sur 4 litres, lorsque la saturation est inférieure à 90%. Sinon, ne mettez pas d'oxygène. Ensuite, aspirine, on a vu que la plaquette jouait le rôle primordial, donc qu'il y ait ou pas un sus-décalage du segment ST, on est sûr qu'il y a de la plaquette. Est-ce qu'il y a de la fibrine ou pas? C'est l'électro qui va nous dire est-ce qu'il y a de la fibrine ou pas. Mais la plaquette, on en est sûr, on a le droit de mettre de l'aspirine, 150 à 300 mg par voie orale, sinon 75 à 250 mg par voie injectable. Globalement, on donne à peu près 250, ça correspond à la dose orale et à la dose injectable. Et puis, nitrés, qui sont des vasodilatateurs veineux, qui ont la propriété de dilater les artères coronaires, on se dit, si on a la chance de dilater un peu l'artère coronaire, on améliorera la perfusion. En plus, ces dérivés nitrés seront utilisés comme un test diagnostique qui nous permettront d'éliminer un spasme coronaire. On a vu tout à l'heure le type 2 où c'était plutôt pas un thrombus sur de la plaque d'athérosclérose, mais plutôt du spasme. Ça nous permet de faire lever un spasme, d'améliorer un petit peu la douleur du patient en attendant de faire le diagnostic de ce qui se passe dans l'artère et de proposer une thérapie de reperfusion. Et puis il y a l'électrocardiogramme. L'électrocardiogramme va nous identifier nos deux entités, ST+, et pas de ST+. S'il n'y a pas de sus-décalage du segment ST, on dose la troponine et on attend les résultats pour décider et on verra ce tableau par la suite. Par contre, s'il y a un sus-décalage du segment ST, ça devient une urgence extrême. Urgence extrême, c'est quoi? Il faut savoir qu'il y a deux études. La première a dit que chaque minute de perdu dans la prise en charge d'un syndrome coronaire avec sus-décalage du segment ST, c'était 30 mg de myocarde de perdu. Le cœur dans sa globalité pèse à peu près 300 grammes. Et donc le myocarde ventriculaire, on estime qu'il pèse 150 à 200 grammes. Chaque minute de perdu, 30 mg de ce myocarde sera perdu. La deuxième étude a parlé d'espérance de vie. Chaque minute de perdu dans la prise en charge d'un patient qui a un sus-décalage du segment ST, c'est combien, à votre avis? C'est chaque minute de perdu, c'est 11 jours d'espérance de vie de perdu.
C'est très très important. Si on perd 1 heure à prendre en charge un patient, c'est plus de 600 jours d'espérance de vie. C'est près de 2 ans d'espérance de vie de perdre. Espérance de vie, ça veut dire que ce patient, parce qu'on a fait perdre du myocarde, aura un myocarde plus fatigué, il sera plus exposé à de l'insuffisance cardiaque et il va mourir précocement. C'est ce qu'on veut dire par espérance de vie. Et donc ces deux études nous disent que time is muscle. Le temps c'est du muscle. Vous connaissez le dicton qui dit le temps c'est de l'argent. Ici le temps c'est du muscle. Donc il faut agir très vite, désobstruer l'artère, on l'a dit tout à l'heure, sus-décalage du segment ST, c'est-à-dire que l'artère est complètement occluse. Il faut agir rapidement, ouvrir cette artère et permettre de récupérer au maximum les cellules myocardiques qui ne sont pas encore mortes. Donc, comment s'organise la prise en charge du sus-décalage du segment ST? Il faut savoir d'abord qu'est-ce qu'on considère comme sus-décalage du segment ST rentrant dans le cadre du STEMI, ST Elevation Myocardial Infarction, ou syndrome coronaire avec sus-décalage persistant du segment ST, et j'insiste sur ce terme persistant. Il faut d'abord avoir un sus-décalage qui persiste au moins 20 à 30 minutes dans au moins 2 dérivations voisines contingentes. Le sus-décalage, pour qu'il soit significatif en V2-V3, on exige un sus-décalage supérieur ou égal à 2,5 mm chez les hommes de moins de 40 ans, supérieur ou égal à 2 mm chez les hommes de plus de 40 ans, et supérieur ou égal à 1,5 mm chez les femmes. Ailleurs, un sus-décalage supérieur ou égal à 1 mm est suffisant pour poser le diagnostic de sus-décalage significatif du segment ST. Encore plus, dans les dérivations postérieures, 0,5 mm, 1 demi-mm de sus-décalage est suffisant pour poser le diagnostic de sus-décalage. V2, V3, c'est peu spécifique. On a souvent des sus-décalages qui n'ont rien à faire sur un électrocardiogramme qu'on voit à ce niveau-là. Et donc, on est assez exigeant. Il faut un sus-décalage quand même relativement important pour dire que c'est significatif. Dans les autres dérivations, 1 mm est suffisant, voire même 0,5 mm sont suffisants dans les dérivations postérieures. Et puis, vous avez différentes possibilités. Soit que le patient, au moment de sa douleur, va appeler, c'est ce qui se passe en général en Europe, il va appeler, le SAMU va arriver à la maison, il va faire le diagnostic et de là, on lui proposera une prise en charge. Soit que le patient va se diriger spontanément vers un hôpital qui ne fait pas de l'angioplastie et à ce moment-là, ce centre doit poser le diagnostic et de là, il va l'orienter vers un centre qui va le prendre en charge. Ou bien que le patient va se présenter d'emblée dans un centre qui fait de l'angioplastie. Et on va voir ces différents schémas. Donc, comme je l'ai dit, ensuite, à côté de ce sus-décalage évident du segment ST, il y a des aspects qui sont un peu particuliers, difficiles à classer, qui posent souvent des problèmes au pavillon des urgences. En 2017, la Société européenne de cardiologie a décidé de classer ces aspects comme des STEMI-like, c'est-à-dire c'est des patients qui seront pris en charge quasiment comme le sus-décalage du segment ST. Qui sont ces patients? Le patient qui présente un bloc de branche gauche ou un bloc de branche droit. Vu que le bloc de branche va imposer un sens de dépolarisation anormal, par exemple dans un bloc de branche gauche, si la branche gauche est bloquée, le ventricule droit se dépolarise grâce à son câble et puis c'est lui qui va prêter de l'électricité de proche en proche vers le ventricule gauche. Comme la dépolarisation du VG est modifiée par ce bloc de branche, la repolarisation sera modifiée et on parlera de troubles secondaires de la repolarisation. Ces troubles secondaires masquent les troubles de la repolarisation liés à l'obstruction de l'artère coronaire et masque par conséquent le sus-décalage du segment ST. Le pacemaker aussi, c'est une sonde qui est posée quelque part sur la paroi ventriculaire, souvent droite. Elle va imposer un sens de dépolarisation particulier, ce n'est plus la dépolarisation habituelle. Et à partir de là, il y aura une repolarisation modifiée, ce qu'on appelle un trouble secondaire de la repolarisation, secondaire à l'électrostimulation. Et donc, il va masquer la repolarisation liée au syndrome coronaire aigu. Le tronc commun gauche, qui va donner plutôt un syndrome coronaire avec ST+, en AVR et en V1, risque d'être mal connu, non identifié, parce que souvent on ne va pas aller voir AVR, et V1 toute seule ne veut rien dire, on a dit qu'il fallait avoir 2 dérivations contingentes. Ces situations sont tellement particulières que la Société européenne, le test que vous voyez ici résumé sur ces lignes-là, considère ces 3 situations comme un STEMI-like. Ces patients doivent être orientés, s'ils ont ces aspects-là, dans un contexte de douleur, de repos qui persiste avec des facteurs de risque cardiovasculaire, doivent être orientés vers une coronarographie. Le cas échéant, si la coronarographie retrouve une occlusion thrombotique à l'intérieur de l'artère, ils doivent bénéficier d'une angioplastie si celle-ci s'avère nécessaire. Donc, comment prendre en charge les STEMI et les STEMI-like? Comment on va prendre en charge un syndrome coronaire avec sus-décalage du segment ST? On a 2 axes principaux.
L'angioplastie, comme son nom l'indique, angio c'est vaisseau et plastie c'est réparation. Elle consiste à rentrer dans l'artère, retirer mécaniquement le thrombus ou l'écraser par la thromboaspiration, on va l'aspirer ou bien on va l'écraser par un ballon et puis on mettra un stent. L'objectif du stent étant d'aller écraser la plaque d'athérosclérose et empêcher la récidive du thrombus. Ou bien par thrombolyse, c'est la fibrinolyse qui consiste à injecter un produit. Elle est faussement appelée thrombolyse parce qu'en fait le véritable fibrinolytique on l'a dans notre corps, c'est le plasminogène. La transformation du plasminogène forme inactive vers sa forme active qui est la plasmine prend beaucoup de temps, en général 8, 12, voire 24 heures. Et c'est trop lent par rapport au myocarde. Et donc nous, on va injecter un produit qui va accélérer la transformation du plasminogène de la forme inactive vers sa forme active plasmine. On aurait dû appeler ces molécules-là activateurs de la transformation du plasminogène en plasmine. On les a appelés thrombolyse ou fibrinolyse. Ce n'est pas le produit même qui va détruire la fibrine, il va agir sur notre plasminogène, et c'est notre plasminogène qui va détruire cette fameuse fibrine du thrombus. Donc deux axes principaux, l'angioplastie versus la thrombolyse. On va voir un petit peu comment gérer le patient qui se présente au pavillon des urgences avec cette douleur thoracique et comment on va le prendre en charge et comment on va choisir entre ces deux techniques. Tout d'abord, il faut savoir qu'actuellement, les délais sont monitorés. Ce qu'on appelle le délai de prise en charge, donc dans le passé, on disait qu'à partir du moment où le patient nous dit « Bonjour docteur, j'ai mal à la poitrine », le chronomètre de la prise en charge doit démarrer à ce moment-là. Depuis 2017, non. Le chronomètre ne démarre pas à ce moment-là. Le chronomètre démarre au moment où on a l'électrocardiogramme et on voit le sus-décalage du segment ST. C'est-à-dire à partir du moment où le patient me dit qu'il a mal à la poitrine, je l'envoie vers un électro, il revient. Dès que je vois l'électrocardiogramme et que je diagnostique le sus-décalage du segment ST, tous les délais dont on parlera tout à l'heure démarreront de ce moment-là où je vois le sus-décalage du segment ST. Avec une petite note, l'électrocardiogramme doit être obtenu dans un maximum de temps de 10 minutes. Il ne faut pas l'obtenir en 1 heure. Donc dès que le patient arrive et qu'il a une douleur thoracique, il faut aller faire très rapidement l'électrocardiogramme, quitte à ce qu'on l'accompagne vers l'infirmier qui va le lui faire, quitte à ce qu'on le lui fasse nous-mêmes, mais il faut obtenir impérativement cet électrocardiogramme dans les 10 minutes qui suivent le moment où le patient se présente à notre niveau. Et tout ça, ça rentre dans le cadre du gain de temps qui permettra un gain de myocarde comme on l'a fait. Ensuite, côté de ce délai qui est lié à vous, donc le délai de prise en charge, au bout de combien de temps vous allez proposer votre prise en charge, donc ce fameux chronomètre virtuel que vous démarrez dans votre tête dès que vous avez le sus-décalage du segment ST entre les mains. Il y a aussi le délai qui dépend du patient. Ce n'est pas le délai système, mais c'est le délai patient. Le délai patient, ça veut dire au bout de combien de temps le patient s'est inquiété de cette douleur et est venu vous consulter. Certains de nos patients, malheureusement, ne consultent pas le jour même, consultent au bout de quelques heures ou de quelques jours parce qu'ils croient que c'est musculaire, ils croient que cette douleur va disparaître. D'autres patients sont plus informés par rapport à la possibilité d'un syndrome coronaire aigu et vont venir consulter rapidement. Ce délai ne dépend pas de vous, il dépend du patient. C'est ce qu'on appelle le délai patient. Vous trouverez des patients qui consulteront durant les 3 premières heures ou après 3 premières heures du début de leur douleur, d'autres qui consulteront entre la 3e et la 12e heure, d'autres patients consulteront entre la 12e et la 48e heure, et certains patients consulteront au-delà de la 48e heure. Comme vous pouvez le voir globalement sur ce schéma, que l'on soit entre 0, 3 heures ou entre 3 heures et 12 heures du début de la douleur, les deux moyens thérapeutiques peuvent se proposer au patient. Donc on peut lui proposer l'angioplastie comme on peut lui proposer l'injection du fibrinolytique. Les deux sont verts comme vous pouvez voir, c'est-à-dire que durant les 3 premières heures d'apparition de la douleur, les deux méthodes auront globalement la même efficacité. Entre la 3e et la 6e heure, on peut proposer aussi la fibrinolyse. Elle devient plus ou moins jaunâtre, donc elle perd de son efficacité. L'angioplastie est meilleure. Donc entre la 3e et la 12e heure du début de la douleur, on est en droit de proposer les deux méthodes, et on verra tout à l'heure comment on choisit l'une ou l'autre méthode dans ces situations, mais on est en droit de proposer les deux méthodes avec une moindre efficacité de la thrombolyse par rapport à l'angioplastie. Par contre, on voit qu'au-delà de la 12e heure, donc la partie qui est en dessous de ma main, la seringue a complètement disparu, on n'a plus le droit de parler de thrombolyse, on ne parlera que d'angioplastie.
Cette angioplastie est obligatoire, comme vous pouvez le voir avec la couleur verte, au-delà de la 12e heure, si le patient garde de la douleur. Par contre, cette angioplastie étant jaune, elle se propose, elle est discutable, proposable entre la 12e et la 48e heure si le patient n'a plus de douleur. Et elle est rouge, interdite, contre-indiquée au-delà de la 48e heure chez le patient qui n'a plus de douleur. Donc, dès les patients, au bout de combien de temps le patient vient nous voir? Dans les 6 premières heures, ou plutôt dans les 12 premières heures du début de la douleur, on est en droit de proposer les deux méthodes thérapeutiques, angioplastie ou thrombolyse, et on verra comment on va choisir l'une ou l'autre méthode. Au-delà de la 12e heure, ça dépendra de la douleur. S'il garde de la douleur, on lui proposera l'angioplastie obligatoirement. S'il est asymptomatique et qu'il est entre 12 et 48e heure, on a le droit, on peut lui proposer l'angioplastie. Au-delà de la 48e heure, s'il n'a plus de douleur, on n'a plus le droit de lui proposer l'angioplastie. Et comme vous pouvez le voir, au-delà de la 12e heure, il n'y a plus de thrombolyse qui se propose aux patients. Ensuite, chez les patients qui sont dans les 12 premières heures, c'est ceux-là chez qui on a le droit d'hésiter entre l'angioplastie et la thrombolyse, comment on va choisir? Comment on va choisir? Voici le schéma qui est proposé par la Société européenne de cardiologie. À partir du moment où le patient a son diagnostic du sus-décalage du segment ST, mon chronomètre virtuel démarre et je vais me poser la principale question. Au bout de combien de temps je peux lui réaliser l'angioplastie? Il faut que ça soit certain. Je ne vais pas estimer qu'il va arriver dans un centre qui peut lui faire ça dans les 120 minutes, il faut que je sois sûr. Ça sous-entend que je suis en contact avec ce centre, je suis sûr que les gens sont disponibles, qu'ils peuvent le recevoir. Le délai de son transfert permettra de le faire arriver dans ces fameuses 120 minutes. 120 minutes, c'est 2 heures. Si je peux lui faire son angioplastie dans les 120 minutes qui suivent le sus-décalage du ST, le chronomètre virtuel qui a démarré, je pars vers une angioplastie que j'appellerai angioplastie primaire. Donc je transfère mon patient vers ce fameux centre d'angioplastie primaire. Si par contre, j'estime que le délai de réalisation de cette angioplastie va dépasser les 120 minutes, on préférera réaliser une fibrinolyse chez lui, donc injecter le thrombolytique. Et une fois le thrombolytique injecté, j'ai 60 à 90 minutes pour vérifier son efficacité. L'efficacité du thrombolytique, c'est essentiellement la régression du sus-décalage du segment ST d'au moins 50% par rapport à sa valeur de départ. Si on démarre sur ce sus-décalage du segment ST qui est là, qui fait à peu près 6 mm, il faut qu'à 60 voire 90 minutes de l'injection du thrombolytique, ce sus-décalage est comme au moins de 3 mm, voire moins que ça. Donc ici, on voit qu'il est à 2 mm, donc la thrombolyse chez ce patient qu'on a donné comme exemple ici est un succès. Dans le cas où je constate le succès de l'angioplastie, plutôt le succès de la thrombolyse, je vais proposer à mon patient une coronarographie de contrôle entre la 12 et la 24e heure. Pourquoi? Parce qu'au fait, en injectant le thrombolytique, j'ai détruit le thrombus, mais je n'ai pas détruit la plaque d'athérosclérose. Et donc, 2 à 24 heures après, je vais lui faire une coronarographie, visualiser ce qui reste à l'intérieur de l'artère coronaire, c'est probablement cette plaque d'athérosclérose qui est fracturée, et proposer un traitement à cette plaque d'athérosclérose. Par contre, si je n'ai pas cette régression du sus-décalage du segment ST dans les 60 à 90 minutes, à ce moment-là, j'ai un échec de thrombolyse et je vais proposer mon patient vers une angioplastie de sauvetage le plus vite possible. Pour récapituler un petit peu, pour les patients qui viennent entre 0 et 12 heures du début de la douleur, j'ai 10 minutes pour faire un électrocardiogramme. Dès que j'ai l'électrocardiogramme et que je constate le sus-décalage du segment ST, un chronomètre virtuel démarre dans ma tête. Est-ce que je peux faire une angioplastie dans les 120 minutes? Si oui, je pars vers une angioplastie qu'on appellera primaire. Angioplastie primaire, même cas, on n'a pas fait de thrombolyse avant. On est parti d'emblée vers cette angioplastie primaire. Si je ne suis pas capable de faire cette angioplastie dans les 120 minutes, je vais thrombolyser. 60 à 90 minutes après l'injection du thrombolytique, je vais vérifier mon électrocardiogramme et voir si j'ai un succès ou un échec de la thrombolyse. Succès ou échec, c'est principalement régression du sus-décalage du segment ST de au moins 50%, 60-90 minutes. S'il régresse de 50%, je suis face à un succès de thrombolyse. Succès de thrombolyse, je réalise une angioplastie de routine, une coronarographie
avec angioplastie de routine dans les 2 à 24 heures. L'objectif va être de s'attaquer à la plaque d'athérosclérose. Je suis sûr que la thrombolyse a détruit le thrombus. Je vais faire une coronographie pour visualiser la plaque d'athérosclérose et lui proposer un traitement. Si je n'ai pas cette régression du sus-décalage du segment ST à 60-90 minutes, je suis face à un échec de thrombolyse. Je pars vers une angioplastie de sauvetage. Je vous ai dit que le principal critère de succès, c'était la régression du sus-décalage du segment ST. C'est ce qui est dit dans les dernières recommandations. Dans le passé, on parlait de 3 critères. Le critère clinique, c'est la régression, voire disparition de la douleur. Le critère électrique, c'est soit le sus-décalage du segment ST qui diminue de 50%, soit un rythme idioventriculaire accéléré. Ça ressemble à une tachycardie ventriculaire, mais qui est relativement lente, aux alentours de 90 jusqu'à 120 battements par minute, qui signe la reperfusion. Donc ces fameuses cellules qui étaient ischémiques commencent à recevoir de l'oxygène et commencent à s'exprimer électriquement, ou la négativation des ANT. Critères cliniques, critères électriques, je vous en ai donné 3 maintenant, et critères biologiques, c'est le pic enzymatique précoce. On pourra en parler si vous voulez durant la discussion. Ce qui est retenu actuellement seulement, c'est la régression du sus-décalage du segment ST à 60-90 minutes. Régression plus de 50%, succès, donc on a 24 heures pour contrôler le patient et faire ce qu'on appelle une angioplastie de routine. Pas de régression à 50% dans les 60-90 minutes, échec de thrombolyse, je vais vers une angioplastie de sauvetage. 3 termes, angioplastie primaire, elle est là, d'emblée je la fais, si je peux la faire en 120 minutes. Angioplastie de sauvetage, après avoir constaté un échec de thrombolyse, 60-90 minutes, et angioplastie de routine, c'est que j'ai fait une thrombolyse, la thrombolyse a marché, et par conséquent, j'ai 24 heures pour proposer mon angioplastie de routine au patient. Ensuite, ce patient chez qui j'ai proposé une angioplastie ou une thrombolyse, sa prise en charge ne se limite pas à ça. Il devra recevoir un traitement anti-agrégant plaquettaire. On va se baser essentiellement pour le patient qui a bénéficié d'une angioplastie sur l'aspirine avec un deuxième anti-agrégant plaquettaire qui peut être le ticagrelor, le prasugrel ou le clopidogrel. On lui proposera une anticoagulation lors de son angioplastie primaire avec de l'héparine non fractionnée, voire même de l'héparine fractionnée. Pour le patient qui a été thrombolysé, on propose la thrombolyse avec les agents spécifiques, c'est essentiellement la métallyse et l'activise. Lorsque le patient est âgé de plus de 75 ans, on va proposer la moitié de la dose concernant la métallyse. Ça a prouvé que ça pouvait réduire les hémorragies cérébrales. C'est l'essai STREAM des SAMU français qui a prouvé ça. On est en 2A, c'est-à-dire que c'est proposable, discutable. Il est préférable de le faire. La majorité de nos équipes le font. Ça a permis de réduire les hémorragies cérébrales sans pour autant réduire l'efficacité myocardique de cette thrombolyse au-delà de 75. Les patients devront avoir une double anti-agrégation plaquettaire aspirine avec clopidogrel. Et vous voyez que là, on ne parle plus de prasugrel et ticagrelor en cas de thrombolyse, on ne parle que de clopidogrel. Ces deux molécules vont être associées pendant 12 mois. L'anticoagulation va être proposée jusqu'à 8 jours. Elle sera basée sur l'héparine fractionnée. On a aussi le droit de proposer l'héparine non fractionnée à ces patients qui ont été thrombolysés. Les patients qui ont été ressuscités d'un arrêt cardiaque lorsque leur électrocardiogramme après l'arrêt cardiaque montre un sus-décalage du segment ST doivent partir en salle de coronarographie. Si leur électrocardiogramme ne montre pas de sus-décalage du segment ST, mais qu'ils ont une forte suspicion, c'est-à-dire qu'ils avaient une douleur thoracique, ils avaient un contexte de douleur, etc., s'ils sont ressuscités, ils iront en salle de cathétérisme. Et bien sûr, lorsqu'ils restent inconscients, ils devront être maintenus en hypothermie pour limiter les dégâts cérébraux et myocardiques jusqu'au rétablissement d'un état de conscience normal et au rétablissement d'un débit cardiaque suffisant. Les patients qui font un sus-décalage du segment ST et qui ont été reperfusés soit par thrombolyse, soit par angioplastie, ne vont pas sortir, ils devront être hospitalisés. L'hospitalisation est actuellement écourtée jusqu'à 3 jours, donc la majorité des patients sortent au bout du 3e jour. On était à quelques années sur 5 à 7 jours d'hospitalisation. Là, vous voyez qu'on va sur 2-3 jours lorsque la revascularisation est complète. Ils recevront un traitement oral à base de bêta-bloquants, aspirine, statine, IEC et un autre anti-agrégant plaquettaire, ce qu'on appelle le fameux schéma basique prévention secondaire. Bêta-bloquant, donc classe 1 lorsque la fraction d'éjection est basse, sinon classe 2A. L'aspirine et un autre anti-agrégant plaquettaire sont obligatoires. La statine avec un objectif LDL inférieur à 0,7. Les inhibiteurs de l'enzyme de conversion ou les ARA2 lorsque ces IEC
sont non tolérées ou contre-indiquées, essentiellement en cas d'insuffisance ventriculaire gauche, dysfonction ventriculaire gauche, diabète. Lorsqu'on a un territoire antérieur, dans les autres situations, on est en droit de les donner, ce n'est pas obligatoire. Qu'en est-il maintenant du syndrome coronaire sans sus-décalage du segment ST? On a rabâché le ST+, le ST+, les points clés, douleur de repos, contexte, douleur typique, douleur atypique. Je fais mon électrocardiogramme, bien sûr, j'évalue l'état hémodynamique, je fais mon électrocardiogramme sus-décalage du segment ST. Je rembobine, pourquoi il sus-décale? Il y a une occlusion complète à l'intérieur de l'artère, faite de plaquettes et de fibres. Ok, je propose quoi à ce patient? Je dois être rapide, parce que chaque minute que je perds chez lui, ça sera du myocarde et de l'espérance de vie que je vais perdre. Je propose d'abord de confirmer que c'est un vrai ST+. Pour cela, il faut avoir un sus-décalage persistant dans au moins 2 dérivations contingentes avec une exigence sur ce fameux sus-décalage en matière de millimètres. Une fois que c'est confirmé, j'aurai le choix entre une angioplastie et une thrombolyse. Je dois avoir un électrocardiogramme très rapidement dans les 10 minutes. Selon au bout de combien de temps lui il est venu nous voir, si on est dans les 12 premières heures de la douleur, on est en droit de discuter les deux, angioplastie ou thrombolyse. Si on est au-delà de la 12e heure, la thrombolyse disparaît de mon raisonnement. Je vais, pour celui-là qui est au-delà de la 12e heure, je lui proposerai une angioplastie s'il garde de la douleur obligatoirement. Je peux lui proposer une angioplastie s'il est entre 12 et 48 heures, même s'il n'a pas de douleur. Et s'il me vient au-delà de 48 heures du début de sa douleur et qu'il est asymptomatique, je n'ai plus le droit de lui proposer cette angioplastie. Si je reviens au patient qui est entre 0 et 12 heures, celui-là j'ai le droit de proposer les deux. Je vais voir au bout de combien de temps je vais faire une angioplastie. Si cette angioplastie est faisable dans les 120 minutes, je proposerai l'angioplastie primaire. Si elle n'est pas faisable dans les 120 minutes, je le thrombolyserai. Si la thrombolyse a marché, mais elle a régression du sus-décalage de 50% à 60-90 minutes, voire plus que 50%, celui-là, je dis que c'est un succès de thrombolyse, je vais lui proposer une angioplastie de routine 2 à 24 heures après. Si je n'ai pas eu cette régression de 50%, c'est un échec de thrombolyse. Ce patient-là, je vais lui proposer une angioplastie de sauvetage. Ensuite, ce patient n'est pas libéré dans la nature, il sera hospitalisé et on lui proposera le basique avec prévention secondaire. Donc voilà la prise en charge d'un sus-décalage du segment ST. Que faut-il faire pour un syndrome coronaire aigu sans sus-décalage du segment ST? Sans sus-décalage du segment ST, donc je vous rappelle que l'obstruction est partielle et qu'à l'intérieur de l'artère coronaire, il y a un clou plaquettaire avec peu ou pas de fibrine. Tout d'abord, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire? Il ne faut surtout pas thromboliser un syndrome coronaire sans sus-décalage du segment ST. Pourquoi? Le sus-décalage en était là, le patient qu'on vient de prendre en charge. L'occlusion était complète par un thrombus qui contient beaucoup de fibrine. En injectant un fibrinolytique, ce fibrinolytique a détruit la fibrine, il a donné des grumeaux, des débris qui sont tout petits. Beaucoup de grumeaux ont migré ici. À la base, j'étais sur 3 territoires qui allaient être perdus. J'ai fini quand même par perdre ce territoire. Très peu de grumeaux ou de débris sont passés dans ces 2 artères. N'oublions pas que ce patient va être maintenu comme un sous anticoagulant jusqu'à 8 jours si j'ai fait une thrombolyse. Ces 2 territoires finiront par être sauvés. Donc j'étais sur 3 territoires qui allaient être perdus. J'ai fini par perdre un territoire, mais j'ai récupéré 2 territoires. Donc ici, la thrombolyse a marché et elle est bénéfique. Qu'est-ce qui se passe sur un syndrome coronaire sans sus-décalage du segment ST? Je suis sur un thrombus blanc ou un clou plaquettaire qui obstrue partiellement l'artère. Aucun des 3 territoires ne va mourir tout de suite. À l'intérieur, il y a peu ou pas de fibrine. Vous injectez un fibrinolytique. S'il n'y a pas de fibrine, il n'y a aucune efficacité et vous exposez votre patient à un risque hémorragique. S'il a de la fibrine dans son artère, cette fibrine est minime. Les fragments seront très gros. Ces fragments qui sont gros iront dans ces 2 territoires et ils vont boucher ces 2 territoires. Ces 2 territoires vont être perdus. J'étais à la base sur 3 territoires qui souffraient mais qui n'allaient pas mourir tout de suite. J'ai accéléré la mort de 2 territoires pour ne sauver qu'un seul. Le bilan est négatif. Donc si vous thrombolisez un syndrome coronaire aigu sans sus-décalage du segment ST, soit vous êtes inefficace, soit vous allez accélérer la mort de certains territoires cardiaques. Donc première leçon, sur un syndrome coronaire aigu sans sus-décalage du segment ST, il ne faut surtout pas thromboliser. Qu'est-ce qu'il faut faire par contre? Il faut doser la troponine du patient, et vous avez la possibilité entre le schéma des 3 heures et le schéma d'1 heure, c'est-à-dire on fait un premier dosage
et puis 1 heure ou 3 heures après, on refait le deuxième dosage. L'exemple que je donne en général, les deux schémas se valent, donc on est en classe 1 pour les deux, vous choisissez en général ce qui correspond à la réalité du terrain en Algérie, c'est le schéma des 3 heures. En fait, c'est comme si vous étiez sur la piste d'atterrissage dans un aéroport, on discute ensemble, je vous montre un avion qui roule sur la piste, et je vous dis, au fait, cet avion qui est sur le tarmac, est-ce qu'il est en train de décoller ou d'atterrir? Sauf si vous travaillez à l'aéroport, vous ne pourrez pas répondre à cette question. On va papoter quelques secondes ou quelques minutes, et puis on revoit. Si l'avion a pris son envol dans le ciel, vous allez me dire, il était en train de décoller. Si l'avion est toujours par terre, vous allez me dire, cet avion était en train d'atterrir. Mais j'ai un premier taux de troponine, pour pouvoir l'interpréter, je fais un deuxième taux 1 à 3 heures après. Si ce taux augmente, c'est-à-dire qu'on est sur une courbe ascendante de la troponine. Si ce taux change, c'est-à-dire qu'on est sur une phase dynamique d'un syndrome coronaire. Par contre, si ce taux de troponine est stable, identique, c'est-à-dire que ce patient n'est pas en train de libérer de la troponine dans son myocarde, et ce n'est probablement pas un syndrome coronaire aigu. D'où l'intérêt de doser la troponine une première fois et de la refaire pour démasquer cette cinétique de la troponine. Ensuite, sur la base de l'électrocardiogramme, de la clinique du patient et de la troponine que nous avons obtenue, on va stratifier le risque cardiovasculaire du patient. Vous avez 3 techniques, soit un score clinique qui repose sur 3 doigts, la troponine positive, le sous-décalage du segment ST et le diabète. Si le patient présente les 3 doigts sur les 3, il est considéré à haut risque cardiovasculaire. S'il a 2 doigts sur les 3, il est considéré à risque intermédiaire. S'il a un seul doigt sur les 3, il est considéré à bas risque cardiovasculaire. Il y a des scores plus élaborés que ça, comme le score TIMI qui est classé sur 7 points. À chaque fois que le patient présente un de ces points, il va compter pour un point. Donc vous avez l'âge qui est supérieur ou égal à 65 ans, ou d'une élévation des troponines va compter pour un point. Vous cumulez le nombre de points que présente le patient et vous aurez le risque cardiovasculaire de votre patient selon le score TIMI. Et vous avez le score de Grace qui est téléchargeable sur les téléphones et puis il comportera l'âge, la fréquence cardiaque, la pression artérielle, la fonction rénale du patient, la troponine, etc. En introduisant l'ensemble de ces paramètres, le calculateur lui-même va vous calculer le score cardiovasculaire du patient et il vous donnera un tableau d'interprétation à côté pour vous dire votre patient par exemple a un score de Grace à 110. 110, ça correspond à un risque cardiovasculaire intermédiaire. Et sur la base de ces scores, vous allez stratifier le risque du patient. Les recommandations européennes ont aussi identifié certaines situations cliniques qui vont mettre d'emblée votre patient dans le très haut risque, le haut risque ou le risque intermédiaire, tels que l'instabilité hémodynamique et le choc. L'instabilité clinique, c'est-à-dire le patient qui a mal, puis la douleur s'arrête, puis elle reprend, puis elle s'arrête, puis elle reprend, etc. L'instabilité rythmique, comme le patient qui fait des TV ou des fibrillations ventriculaires. L'instabilité du segment ST, un ST qui sus-décale puis qui s'affaisse, ce n'est pas un sus-décalage persistant, puis qui descend, qui remonte, etc. C'est un ST qui bouge. Et puis l'existence de complications mécaniques, l'ensemble de ces signes font de votre patient un patient à très haut risque cardiovasculaire. Le patient qui présente une modification de la troponine, une modification du ST ou de l'onde de T ou un score de Grace supérieur à 40 sera considéré comme à haut risque cardiovasculaire. Le patient qui est diabétique, insuffisant rénal, qui a une fraction d'éjection à la base inférieure à 40, qui avait fait déjà l'infarctus du myocarde, une angioplastie ou un pontage, ou qui a un score de Grace entre 110 et 140, est considéré comme un patient à risque intermédiaire. Les patients qui ne présentent aucun de ces scores seront considérés comme à bas risque cardiovasculaire. Quelle que soit donc la méthode que vous allez utiliser, soit la méthode des 3 doigts, le score TIMI, le score de Grace, les différents scores cliniques proposés par les sociétés savantes, vous devez impérativement stratifier le risque cardiovasculaire de votre patient. Selon la méthode que vous utiliserez, vous aboutirez à ce schéma, soit que votre patient sera considéré à risque intermédiaire ou à risque élevé. Si le patient est considéré à bas risque, vous ne lui proposez pas de prise en charge invasive, vous ne lui proposez pas de coronarographie ni d'angioplastie, vous passerez d'emblée à la diapositive du basique qui met un syndrome coronaire aigu et vous allez le suivre de façon non invasive. Si le patient est considéré à risque intermédiaire, ce patient-là, on va d'abord lui donner un traitement médical pendant 2 à 3 jours et puis on lui propose une coronarographie avec mise en place d'un stent, c'est-à-dire qu'on va donner un médicament qui va fluidifier un petit peu ce clou plaquettaire et on proposera le stent en second lieu. Le patient est considéré à risque intermédiaire, donc il s'agit d'une urgence différée. Par contre, le patient qui est considéré à haut risque,
il faut le considérer exactement comme le sus-décalage du segment ST, lui proposer exactement la même prise en charge, ça veut dire vasculariser en urgence parce que chaque minute de perdu, c'est de l'espérance de vie et du myocarde de perdu. Le vasculariser comment? Chefna le ST+, thrombolyse versus angioplastie. Chefna dans le STEMI qu'il ne fallait pas thromboliser. Donc ce patient qui a un risque élevé, il faut lui proposer une angioplastie dans les plus brefs délais, l'idéal dans les 120 minutes, pour régler le problème myocardique, récupérer le maximum de myocarde. Donc au final, le patient à risque élevé et très élevé, angioplastie le plus vite possible. Le patient à risque intermédiaire, angioplastie dans les 2 à 3 jours. Et le patient à bas risque, pas d'angioplastie, prise en charge médicamenteuse. En fait, pour comprendre cette situation, il faut savoir que le stent, c'est un maillage. Le thrombus, on va le prendre comme de la pâte à modeler. Si on prend un maillage et qu'on écrase avec de la pâte à modeler finit par sortir à travers les mailles de notre maillage. C'est ce qui risque d'arriver quand on met un stent sur un thrombus. Dans le sus-décalage du segment ST et dans le haut risque du syndrome coronaire sans sus-décalage du segment ST, il y a ce risque de thrombose de stent. En mettant le stent, le thrombus peut passer à travers les mailles et coloniser le stent. Mais le risque spontané de la pathologie est tellement élevé qu'on prend quand même ce risque de thrombose de stent et qu'on opère le patient. Par contre, chez le patient NSTEMI à risque intermédiaire, on estime que l'urgence est différée, ce n'est pas une urgence extrême, et on préfère d'abord faire fondre le thrombus, le clou plaquettaire, avec un traitement antiagrégant et anticoagulant, le cas échéant, et puis 2 à 3 jours après, on mettra le stent sans qu'il y ait ce risque de thrombose de stent. On n'est pas dans le même contexte d'urgence. C'est pour ça qu'ici, l'angioplastie se propose le plus vite possible. Ici, elle se propose en moins de 72 heures, on va dire dans les 2 à 3 jours. Et dans le bas risque, il n'y a pas d'angioplastie qui est proposée. À côté donc de cette prise en charge invasive, on proposera un traitement antiagrégant plaquettaire aux patients à base de ticagrelor, prasugrel ou clopidogrel associé à de l'aspirine. On leur proposera de l'héparine non fractionnée et à la place de l'héparine non fractionnée, on est en droit de proposer les HBPM, les héparines de bas poids moléculaire. Il faut savoir que le pronostic des syndromes coronaires aigus reste sombre, c'est la première cause de morbimortalité dans le monde. Sans revascularisation, 30% des patients meurent avant l'hospitalisation, 10% à l'hôpital et 10% un an et plus après leur syndrome coronaire aigu. Donc on estime que la moitié des patients qui font un syndrome coronaire aigu et qui ne sont pas revascularisés avec quel que soit le moyen de revascularisation qu'on peut leur proposer, auront un risque de mortalité de 50%. Avec les différents moyens de revascularisation, que ce soit l'angioplastie, la thrombolyse, etc., on a réduit cette mortalité de moitié, mais elle reste quand même élevée. Un quart des patients qui font un syndrome coronaire aigu sont exposés à cette mortalité, dont environ la moitié durant la première heure, d'où l'intérêt d'une prise en charge ciblée, rapide, avec les moyens qu'il faut, avec un raisonnement scientifique et un minimum de perte de temps chez ces patients. Donc brièvement, c'est ce que j'avais à vous dire pour les syndromes coronaires aigus. Le cours des 6e années est censé s'arrêter là, mais on ne peut pas parler de pathologie coronarienne sans aborder le volet, entre guillemets, stable de la pathologie coronarienne. Dans le passé, on parlait des syndromes coronaires aigus et on parlait de l'angine de poitrine ou de l'angor stable. À partir de 2019, la Société européenne de cardiologie a préféré bannir ce terme d'angine de poitrine ou d'angor stable parce qu'on estime que la pathologie coronarienne n'est jamais stable. À tout moment, elle peut se déstabiliser et à tout moment, un patient qui paraissait stable peut faire une mort subite, peut faire un événement aigu. Et ce terme angor stable conférait une fausse sécurité pour les patients et pour les praticiens qui les amenait à être un peu laxistes sur la prise en charge de ces angors stables, entre guillemets. Et la Société européenne, à partir de 2019, préfère utiliser le terme syndrome coronaire chronique. Ce terme de syndrome coronaire chronique est l'opposé du syndrome coronaire aigu, est identique au terme qu'on utilisait dans le passé d'angor stable. Dans ce contexte de syndrome coronaire chronique, on a 6 profils patients qui sont mis à l'intérieur. Le patient qui présente un angor symptomatique ou une dyspnée, c'est celui-là sur lequel on va s'attarder et qu'on va décortiquer un petit peu, c'est l'angine de poitrine. Le patient qui présente une insuffisance cardiaque très probablement liée à un problème coronarien, donc il a probablement fait des événements coronaires qui ont nécrosé son myocarde. Le patient qui a fait un infarctus du myocarde depuis plus d'une année. Le patient qui a eu une revascularisation depuis plus d'une année.
par angioplastie ou par thrombolyse, le patient qui a une atteinte de sa microcirculation et les patients asymptomatiques plutôt, excusez-moi, qui font ce qu'on appelle de l'ischémie silencieuse, qui sont de plus en plus fréquents ces derniers temps avec la diffusion du diabète, avec tout ce qui se passe donc, par rapport à ces patients. Ils seront asymptomatiques, ils seront dépistés lors d'un examen de routine et c'est la grande bagarre de la recherche de l'ischémie silencieuse qui actuellement fait couler beaucoup d'encre. Certains scientifiques pensent qu'il faut investir chez les diabétiques et rechercher cette ischémie silencieuse parce que si on la traite, on améliorera leur pronostic. D'autres travaux scientifiques ont prouvé que c'était plutôt du gaspillage d'argent et qu'on n'allait pas prévenir des événements cardiovasculaires même si on cherchait cette ischémie silencieuse et elle fait couler beaucoup d'encre. Surtout que ce genre de patient grandit de plus en plus en matière de nombre, en matière de pourcentage. Le patient qui nous intéresse donc aujourd'hui, c'est le patient angoreux Benthamsen stable, on n'a plus le droit de dire ce terme, le patient qui présente une angine de poitrine. L'athérosclérose est la même, sauf que cette fois-ci, on est dans cette étape-là, on n'est pas encore arrivé à l'étape de la rupture de plaque d'athérosclérose avec clou plaquettaire, on est au stade de plaque d'athérosclérose avec chape fibreuse qui est intacte, qui réduit la lumière de l'artère. Cette lumière est suffisante au repos pour oxygéner le myocarde. Lorsque ce myocarde fera un effort, la lumière résiduelle ici est plus petite que la lumière habituelle, elle sera insuffisante pour vasculariser le myocarde du patient. Donc, la même diapositive, on a changé, ce n'est plus le syndrome coronaire aigu, mais le syndrome coronaire chronique. Le contexte est le même, c'est les mêmes facteurs de risque de l'athérosclérose. Cette fois-ci, les symptômes apparaissent à l'effort. Ils sont censés s'arrêter en 5 minutes ou moins de repos ou après utilisation de dérivés nitrés. Je vous avais parlé tout à l'heure du fameux test de diagnostic. La douleur est identique, donc toujours les chémorécepteurs, le métamère, le système nerveux intact ou pas, avec les douleurs typiques, les douleurs atypiques, les mêmes situations de diabète et de sujet âgé, et la même probabilité diagnostique, faible pour la douleur punctiforme, très probable pour la douleur rétrosternale avec irradiation classique, bras gauche, mâchoire gauche, les deux bras, les deux mâchoires. Sauf qu'ici, ça survient à l'effort et ça disparaît en 5 minutes après l'arrêt de cet effort. La Société européenne nous propose 6 étapes de prise en charge de ces patients qui présentent une angine de poitrine. Tout d'abord, il faut évaluer les symptômes et demander des investigations cliniques et paracliniques standards. Considérer les comorbidités du patient. Si on estime que le patient a un risque de mortalité élevé, on sera peu invasif, on essaiera de l'accompagner, de lui offrir une bonne qualité de vie. On ne va pas lui faire des examens invasifs pour déboucher des artères, pour que le patient au final meure d'une autre pathologie dans les mois et les semaines qui suivent. Par la suite, si on estime qu'il a une bonne comorbidité et qu'on est en droit d'investir chez lui, on va faire des explorations de repos, donc des électrocardiogrammes, téléthorax, échocardiographie, une biologie standard. À partir de là, on va réaliser des tests qui vont nous permettre d'évaluer la probabilité de sa coronaropathie. Sur les bases de ces tests-là, on choisira la meilleure option chez lui, qui sera soit une option thérapeutique médicamenteuse, soit une option invasive en allant vers une coronarographie et une angioplastie. Donc la première étape, c'est évaluer les symptômes et diagnostiquer réellement le patient. Il faut considérer la douleur sur 3 éléments. 1, la constriction, donc le type de douleur qui doit être rétrosternale, irradiant vers le cou, la mâchoire, l'épaule et le bras, le plus souvent côté gauche. Cette douleur, son deuxième critère, c'est sa survenue à l'effort. Son troisième critère, c'est son arrêt au repos ou lors de l'utilisation des dérivés nitrés. Si la douleur regroupe ces 3 critères-là, elle est dite angor typique. Si la douleur reconnaît 2 seulement de ces critères-là, on est en droit de parler d'angor atypique. Si la douleur n'a aucun de ces critères ou un seul de ces critères, on parlera de douleur thoracique non angineuse. C'est très important. C'est-à-dire si on utilise ces termes-là, ce n'est pas sur un coup de tête. Quand on vous dit c'est une douleur angineuse typique, c'est-à-dire qu'elle regroupe les 3 critères, constrictive, rétrosternale, bras gauche, mâchoire gauche, à l'effort et qu'elle s'arrête au repos. Si on vous dit qu'elle est atypique, c'est-à-dire qu'elle ne rencontre que 2 de ces critères. Si on vous dit douleur thoracique non angineuse, c'est-à-dire qu'elle ne rencontre aucun ou un seul de ces critères. Ensuite, l'intensité de la douleur va être classée selon la classification canadienne. Classe 1, elle survient aux exercices intenses. Classe 2, elle surviendra aux exercices modérés, en général un étage ou plus. Classe 3, exercice léger. Au maximum un étage, le patient a de la douleur.
Et classe 4, c'est une douleur qui va survenir au repos. Donc, 1, est-ce que c'est typique ou atypique? 2, quelle est l'intensité de cette douleur? Donc, vous verrez les médecins, vous parlez d'un angor typique classe 2 de la CCS par exemple. Le patient fait une angine de poitrine atypique classe 2 de la CCS. Et donc, typique ou atypique, c'est sur ces critères-là. Et la classe CCS, sur la classification canadienne, c'est l'intensité de cet angor qui va aller du moins grave vers le plus grave, c'est l'angor de repos. Ensuite, on a dit que la deuxième étape, c'était d'évaluer les comorbidités du patient. Comme je l'ai expliqué, comorbidité du patient, ça veut dire on va identifier les patients qui auront un état général ou des causes qui vont prédire une mortalité précoce. Et chez ces patients-là, on va éviter d'investir vers une revascularisation, vers des gestes invasifs. On va plutôt leur proposer un traitement angineux, plutôt un traitement anti-angineux, qui va leur permettre d'avoir une bonne qualité de vie, de faire disparaître leur douleur. Et on sera tranquille chez ces patients-là parce qu'on sait que leur problème, ce n'est pas l'angine de poitrine, mais c'est cette comorbidité qui risque de les emporter dans les jours, semaines ou dans les mois qui suivent cette situation diagnostique. Par contre, pour les patients qui n'ont pas une comorbidité élevée, on va se lancer dans un certain nombre d'explorations. On va commencer par les explorations non invasives. On proposera une formule numération sanguine avec calcul de l'hémoglobine. L'hémoglobine peut démasquer une anémie qui peut donner de l'angor fonctionnel. On va étudier la clairance à la créatinine. On va rechercher le bilan lipidique qui fait partie des facteurs de risque cardiovasculaire. On va rechercher la notion de diabète aussi qui va faire partie de ces facteurs de risque cardiovasculaire. On fait un électrocardiogramme de repos, 12 dérivations. On peut proposer un Holter ECG si le patient présente des palpitations ou si on suspecte des spasmes, parce que souvent les douleurs spasmogènes au niveau du myocarde, comme l'angor de Prinzmetal, surviennent la nuit. Le temps que le patient se déplace, on fait un électrocardiogramme, le spasme disparaît et donc on risque de ne pas diagnostiquer ces patients. On peut leur proposer un Holter ECG si on suspecte ces fameux spasmes coronaires. L'imagerie de repos, donc on va faire une échographie transthoracique à tous les patients. Elle aura pour objectif de rechercher d'autres étiologies à cet angor, à cette douleur thoracique, comme un rétrécissement de la valve aortique, un épanchement péricardique, etc. On étudiera la fraction d'éjection pour voir si le patient n'a pas déjà fait un infarctus du myocarde auparavant, avec une paroi qui risque de ne pas se contracter correctement. On va faire une échographie des troncs supraortiques pour rechercher les plaques carotidiennes. On peut même proposer une résonance magnétique cardiaque lorsque l'échographie transthoracique est de mauvaise qualité. Ensuite, quatrième étape, on va évaluer la probabilité de la coronaropathie chez ces patients-là. Et on nous propose un score qui est basé essentiellement sur l'âge du patient, le type de douleur typique, atypique, non angineuse et le sexe de ce patient, masculin et féminin. Donc sur l'âge, les caractéristiques de la douleur et le sexe, on aura une probabilité diagnostique. Cette probabilité diagnostique sera donnée par un tableau, donc il faut l'avoir sur soi quand on traite des patients qui font de l'angor d'effort. Et donc, lorsque ce score est inférieur ou cette probabilité est inférieure ou égale à 5%, on considère que le patient est à risque très faible de coronaropathie et on s'arrêtera là. On recherchera une autre étiologie. On peut donner un traitement symptomatique pour la douleur thoracique, mais on ne fera surtout pas de test non invasif. Si cette probabilité est entre 5 et 15%, on considère le risque de coronaropathie comme étant faible. Selon la préférence du patient, la disponibilité des explorations, on est en droit de lui proposer des tests non invasifs, comme une épreuve d'effort, une scintigraphie, un coroscanner, on verra tout ça. Si sa probabilité diagnostique donnée par le tableau ci-dessus est supérieure à 15%, on considère qu'il a un risque important de coronaropathie, et là, on n'a plus le droit de discuter, on est obligé de lui faire des tests non invasifs pour aller vers la confirmation du diagnostic et essayer de lui proposer quelque chose. Les examens invasifs, systématiquement, une coronographie systématiquement, non, sauf si on a des situations à risque qu'on va voir tout à l'heure. Donc, parmi ces tests d'exploration non invasive qu'on va proposer, on a principalement la scintigraphie, le coroscanner, voire le test invasif majeur qui est la coronographie. Les tests non invasifs tels que la scintigraphie ou le coroscanner seront proposés en première intention.
Une coronarographie peut être proposée lorsque le patient est considéré à très haut risque avec des facteurs de risque qui peuvent prédire des événements cardiovasculaires. Lorsque les tests non invasifs sont incertains, c'est-à-dire que ces tests-là ne répondent pas correctement, on est en droit de demander une coronarographie pour confirmer ou éliminer le diagnostic. Le coroscanner peut être proposé comme alternative à la coronarographie dans ces situations-là. Si on estime que le risque du patient est élevé, au lieu de le mettre sur une table de coronarographie, on peut faire un coroscanner qui est à moindre risque. C'est un examen semi-invasif. Le coroscanner n'est pas indiqué s'il y a des calcifications étendues, si le rythme cardiaque est irrégulier et si le patient est très obèse, parce que dans ces trois situations-là, l'interprétation des images scanographiques sera très difficile et on restera avec le même doute diagnostic. On va irradier le patient, on va lui injecter du produit de contraste sans pour autant arriver à un diagnostic. On préférera probablement chez ces patients aller vers une coronarographie. Si le doute diagnostic est important, elle permettra de confirmer ou d'infirmer le diagnostic. Qu'en est-il de l'épreuve d'effort? L'épreuve d'effort qui occupait une place très importante dans le diagnostic de cette pathologie coronarienne, entre guillemets, qu'on appelait stable, ou dans le syndrome coronaire chronique, comme on l'appelle maintenant, a été relarguée au second plan. Elle pourra être utilisée afin d'évaluer la tolérance à l'effort, les symptômes et les arythmies chez certains patients sélectionnés. Ça aura pour objectif de prédire leur pronostic et non pas leur diagnostic. On va confirmer le diagnostic par d'autres tests, et puis pour savoir s'ils auront un bon ou un mauvais pronostic par rapport à ces lésions coronaires, on leur fait l'épreuve d'effort pour globalement apprécier leur capacité à l'effort. Elle pourra être proposée aux autres tests, elle pourra être proposée comme alternative aux autres tests si les autres tests sont non disponibles. C'est-à-dire qu'on n'a pas eu la possibilité de faire une scintigraphie, de faire une échographie de stress, de faire une échographie d'effort. Ce n'est pas disponible. On peut proposer l'épreuve d'effort lorsque ces tests sont non disponibles. L'épreuve d'effort, par contre, n'est pas recommandée si à la base on a des troubles de la repolarisation ou si le patient est déjà sous digoxine qui va imposer des troubles de la repolarisation. On ne réalisera pas d'épreuve d'effort parce que malheureusement on ne pourra pas l'interpréter pour le diagnostic de la pathologie coronaire. Elle nous servira peut-être pour évaluer la tolérance à l'effort, mais elle ne nous servira pas pour le diagnostic. Comme vous pouvez le voir, l'épreuve d'effort a été décalée un petit peu. On préfère plutôt les tests qui nous donnent une sensibilité et une spécificité plus élevée, comme la scintigraphie, l'écho d'effort, l'écho de stress, voire même le coroscanner. Puis lorsque ces tests-là ne sont pas disponibles, on peut aller vers l'épreuve d'effort, et ça c'était la cinquième étape. La sixième étape, c'est une fois qu'on a fait tout cela, on doit proposer à notre patient une prise en charge. Cette prise en charge sera basée sur la stratification de leur risque, et à ce moment-là, qui sont les patients qui auront un risque de passer d'une forme stable de la pathologie coronaire vers une forme instable, et qui sont les patients qui n'ont pas ce risque, qui vont plutôt rester sous cette forme stable pendant un certain laps de temps. Donc un certain nombre de critères selon l'exploration qu'on utilise permettent de prédire le risque et de le stratifier. Pour l'épreuve d'effort, les signes de mauvais pronostic sont l'hypotension lors de l'effort, en théorie la tension est censée monter, la faible capacité à l'effort, un angor qui apparaît précocement dès le premier palier par exemple, des extrasystoles, voire des arythmies. L'ensemble de ces signes à l'épreuve d'effort sont des signes de mauvais pronostic. Les patients qui auront des signes de mauvais pronostic devront bénéficier d'une coronarographie et d'une angioplastie de routine afin de traiter leurs lésions coronaires si celles-ci se prêtent à l'angioplastie ou d'un pondage orthocoronaire si les lésions ne sont pas faisables en angioplastie. Pour les autres explorations, donc c'est basé sur la quantité du myocarde qui souffre. On parlera sur la scintigraphie d'un risque élevé lorsque la quantité du myocarde ischémié est supérieure ou égale à 10%, à l'IRM lorsque la quantité du myocarde est supérieure ou égale à 2 segments sur 16, à l'échographie de stress lorsque le nombre de segments qui souffrent est supérieur ou égal à 3 segments sur 16. À la coronarographie ou au coroscanner, on parlera d'un risque élevé lorsqu'il y aura une lésion tritronculaire, lorsqu'il y aura une lésion du tronc commun gauche ou lorsqu'il y aura une lésion proximale sur l'interventriculaire antérieur qu'on appelle artère de la vie. En dehors de ces situations-là, les patients sont considérés à bas risque cardiovasculaire et donc leur prise en charge ne sera pas d'emblée invasive. Comment on va prendre en charge ces patients? Il faut savoir qu'il y a d'abord des règles d'hygiène de vie,
arrêter de fumer, donc avoir une alimentation équilibrée, manger des fruits et légumes, diminuer tout ce qui est gras, tout ce qui est sucré, pratiquer de l'activité physique, réduire son poids, arrêter de fumer comme je l'ai dit, arrêter l'alcool, etc. Donc lutter contre les facteurs de risque cardiovasculaire. La deuxième étape, c'est le traitement médicamenteux anti-ischémique qui peut se baser sur 3 étapes. Durant la première étape, ça sera bêta-bloquant ou inhibiteur calcique, un des deux. Dans la deuxième étape, on donnera bêta-bloquant et inhibiteur calcique. Et puis dans la troisième étape, le patient qui est sous bêta-bloquant et inhibiteur calcique et qui garde quand même de la douleur aura un autre anti-angineux tel que l'ivabradine, tel que la triméthazidine qui existe sur le marché algérien. Ça sous-entend, dès que j'ai mon patient, j'ai confirmé le diagnostic, j'ai commencé les règles d'hygiène de vie, je lui donnerai un bêta-bloquant ou un inhibiteur calcique, je le contrôle au bout d'un certain laps de temps. S'il reste symptomatique, j'associerai bêta-bloquant et inhibiteur calcique. Et puis s'il reste symptomatique, la troisième étape, c'est de rajouter d'autres anti-angineux, le but étant de contrôler cette angine de poitrine. Première, dans les recommandations européennes, on reconnaît maintenant la place de la revascularisation dans le syndrome coronaire chronique. Dans le passé, on disait que ça ne servait à rien, que ça ne modifiait pas grand-chose en matière de pronostic. Mais cette fois-ci, dans les recommandations de 2019, la place de la revascularisation myocardique par angioplastie ou par thrombolyse a été recadrée et ces patients auront un réel intérêt à être revascularisés dans certaines situations. Ce que nous disent les recommandations, le traitement médical réduit les symptômes, arrête la progression de l'athérosclérose et prévient les événements athérothrombotiques. Clairement, le fait de donner des antiagrégants plaquettaires, le fait de donner des statines pour lutter contre la plaque d'athérosclérose, etc., on va 1. réduire l'athérosclérose, 2. réduire les événements athérothrombotiques, le traitement anti-ischémique va réduire la symptomatologie. Mais la revascularisation myocardique est un complément du traitement médical, elle ne le remplace pas. Ça, c'est indiscutable. Ce qui est nouveau, c'est les objectifs de cette revascularisation. C'est d'abord soulager les symptômes, ça on le savait auparavant, mais on a prouvé cette fois-ci qu'elle a amélioré le pronostic de ces patients. Et ça, c'est grâce à une méta-analyse. En fait, on prend plusieurs études qui se ressemblent, on les poule, on les somme et on fait une méta-analyse. La méta-analyse de Windecker qui a prouvé la réduction de la mortalité et des infarctus du myocarde grâce à la revascularisation lorsqu'on la compare à un traitement médical seul dans le syndrome coronaire chronique. Et croyez-moi, ça c'est une grande nouveauté 2019. Tout le monde le faisait, mais il y avait beaucoup de travaux scientifiques qui disaient que ça ne servait à rien en matière de pronostic. Cette fois-ci, on a prouvé qu'on réduisait la mortalité, qu'on réduisait les infarctus du myocarde grâce à cette revascularisation lorsqu'elle est comparée au traitement médical seul. Ça sous-entend revascularisation avec traitement médical versus traitement médical seul. Dans quelle situation? Soit lorsqu'on fait un pontage orthocoronaire artériel ou avec les stents actifs de nouvelle génération en comparaison avec l'angioplastie au ballon et les stents actifs d'ancienne génération. C'est une grande première. C'est vraiment un bonheur pour les patients, un bonheur pour nous. Maintenant, on sait que cette angioplastie qu'on est en train de proposer aux patients dans le cadre d'un syndrome coronaire chronique ne sert pas seulement à contrôler leurs symptômes, mais sert aussi à améliorer leur pronostic, à réduire leur mortalité et à réduire le taux d'infarctus du myocarde chez ces patients. Voilà ce que j'avais à vous dire. Je vous propose donc, je vais probablement poster la vidéo dans les heures qui suivent, le temps de réajuster quelques petites anomalies, quelques petits blocages de l'enregistrement. Donc je vais essayer de régler ça et poster. Je vous promets de vous mettre ça sur le site avant midi sur Facebook et on se verra le soir très probablement vers 20h, 20h30. Moi je serai présent aux alentours de 20h. On pourra répondre à certaines questions. J'espère qu'il y aura beaucoup de questions sur le syndrome coronaire chronique et de la part des 4e années et de la part des 6e années. Ce que je vous conseille, c'est de poster quelques questions déjà sur les commentaires de la vidéo. Ça me permettra de démarrer donc le live en répondant aux questions que vous avez déjà préalablement posées. Et puis au fur et à mesure que vous allez vous connecter, on pourra répondre à d'autres questions qui vont venir enrichir la discussion. Donc je vous remercie et à très bientôt, Inch'Allah. Comme je l'ai dit déjà, faites attention à vous, faites attention à votre famille et à bientôt, Inch'Allah. Bon courage.